Quel est votre Pixar préféré? Toy Story? Wall-E? Vous ne savez pas? Ça tombe bien, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais faire un retour sur l'un des plus grands studios de cinéma d'animation, le studio Pixar. Pixar, tout le monde connaît Pixar. Si le studio racheté par la firme aux grandes oreilles partage toujours la concurrence avec DreamWorks, la supériorité qualitative des films Pixar ne fait aucun doute. Mais quels sont les secrets de ce studio? Le studio a-t-il fait que des bons films? Pour commencer, revenons sur son origine. Parce que oui, le studio n'a pas démarré directement avec la sortie de Toy Story. Pixar fut à l'origine un groupe informatique appartenant à la société Lucasfilm. Ce groupe informatique s'occupait ainsi des effets spéciaux en majeure partie, comme sur le film Star Trek 2 La colère de Khan, ou encore Le secret de la pyramide. Mais en 1986, le célèbre Steve Jobs venant tout juste de quitter la firme Apple, va racheter le groupe graphique en question. C'est le 3 février 1986 que l'équipe informatique change de nom et devient Pixar. Le groupe est alors dirigé par Edwin Catmull et Alvira Smith, mais reste présidé par Steve Jobs. Quelques années plus tard, le studio se convertit dans l'animation et des employés de Pixar réalisent des petits courts-métrages, comme John Lasseter avec son Luxo Junior. D'ailleurs, en parlant des courts-métrages, je ne vais pas en parler, ou alors très vite. Si je dois en plus des longs parler des courts-métrages, on s'en sort plus. Voilà, en tout cas, vous êtes prévenus. Si le studio Pixar connaît de grosses pertes financières pendant l'année 90, ce dernier essayant désespérément de vendre ses produits informatiques, leur solide relation avec la Walt Disney Feature Animation va leur permettre en 1991 de s'afficher pleinement. C'est cette année-là, plus précisément en mai 91, que Walt Disney signe un contrat de collaboration avec Pixar. 4 ans plus tard, le studio sort le premier film réalisé entièrement en images de synthèse, le célèbre Toy Story. Je suis obligé de vous faire un résumé, vraiment? Toy Story raconte la vie des jouets, et plus particulièrement celle de Woody, jouet fétiche de son propriétaire Andy. Une rivalité va s'installer rapidement lorsque ce dernier obtient pour son anniversaire le tout dernier jouet à la mode, Buzz l'éclair. Cette rivalité entraînera Woody et Buzz jusqu'à l'infini et l'au-delà. J'aime bien l'image. Toy Story sera un succès mondial. Avec près de 200 millions de recettes aux États-Unis et plus de 360 millions dans le monde, le film est aujourd'hui encore un film culte qui a marqué toute une génération. Qui n'a pas regardé ses jouets autrement après ce film? Qui n'a pas rêvé de voir ses jouets bouger? Non, vraiment? Le long métrage de John Lasseter sera même nommé aux Oscars, dont une nomination pour le meilleur scénario original. Ce film rassure Disney, et la firme de Mickey accepte de produire 5 longs métrages de plus. Et on connaît la suite, sorti en 1998 des 1001 pattes, que je n'ai pas vu, donc on va passer au film d'après. Et en 1999, la première suite du studio sort en salle, Toy Story 2. Avec encore plus d'entrées mondiales, le film de John Lasseter rentre dans le petit groupe de suites étant égal, voire supérieur aux prédécesseurs. Personnellement, je préfère Toy Story 2, mais ça reste encore une fois que mon avis. Malgré les bénéfices récoltés, tout ne va pas si bien que ça dans le meilleur des mondes entre Pixar et Disney, puisque de nombreux désaccords viennent titiller l'alliance. Mais à la fin, il n'en restera pas qu'un, ne vous inquiétez pas. Ce sont principalement des problèmes de contrat de production, du coup Pixar va devoir produire 3 autres films pour notre plus grand plaisir, et dans un premier temps, Monstres et compagnie. On va s'attarder un peu plus longtemps sur celui-là. Réalisé par Pete Docter en 2001, Monstres et compagnie retrace la touchante amitié entre Sully, employé de Monstres et compagnie, et Boo, petite fille humaine se retrouvant contre son gré dans le monde des monstres. Bienvenue dans l'Himalaya! Monstres et compagnie est mon film d'animation préféré. Pourquoi? Parce que ce film m'a fait pleurer, entre autres. Monstres et compagnie, en plus de son excellente animation pour l'époque, je rappelle que DreamWorks sortait 2 ans plus tard Gang de requins, qui malgré le fait que ce film me fasse délirer, son animation reste très pourri. Pete Docter signe un film intelligent, regorgeant de références aux films d'horreur en majorité. Et c'est ça la force du film. Nous, spectateurs, on s'attache à des monstres. La chose la plus effrayante pour un enfant est le sujet d'un film a priori pour enfants. Paradoxal, n'est-il pas? Cet attachement vient avant tout de l'humour présent et efficace et la touchante relation qu'entretiennent Bob et Sully avec Boo. Ajoutez à cela une excellente BO greffée d'une morale pertinente et vous obtenez un chef-d'œuvre d'animation pour petits et grands. Après avoir réalisé les 3 films du contrat, à savoir Monstres et compagnie, Le Monde de Nemo et Les Indestructibles en 2004, ouais ce film date de 2004, j'avais donc 5 ans quand il est sorti, c'est fou. L'alliance entre Disney et Pixar se termine. Les deux sociétés cherchent alors à définir un nouveau contrat, mais Pixar souhaite recueillir cette fois la totalité des recettes et contrôler la production. Car en effet le studio Pixar s'était plaint de l'inéquitabilité du contrat précédent. Ce nouvel accord viserait alors seulement la distribution. Mais les négociations sont tendues entre les deux firmes, on parle même d'un nouveau studio de Disney appelé Circle 7 Animation. La dernière coproduction entre les deux sociétés serait alors Cars. Pourtant en 2006, année de sortie du film de John Lasseter, le contrat ne vise pas un accord sur la distribution, mais une acquisition de Pixar par Disney. En attendant ce rachat, les deux firmes coproduisent leur vrai dernier film, Ratatouille. Un film américain qui se passe à Paris, ça veut dire qu'il n'y aura pas de clichés. Lol. Avec cette ironie, on pourrait croire que je n'aime pas ce film, et c'est totalement faux. Parce que Ratatouille est réalisé par Brad Bird. Et Brad Bird, c'est tout simplement un génie. Brad Bird fait partie des meilleurs auteurs de Pixar, avec Pete Docter et Andrew Stanton.
En 2004, il réalise un film d'action en images de synthèse, Les Indestructibles, dont j'aimerais faire un petit retour parce que ce film a marqué pas mal de monde, dont moi, clairement. Racontant le combat de la famille Parr contre Buddy Pine alias Syndrome, ce dernier essayant de se venger contre le père de la famille, Bob. Le film est une bombe du cinéma d'animation. Mais tout d'abord, revenons sur son scénario. Les Indestructibles, dans toute sa première partie, excepté l'introduction, ne met pas en scène des super-héros, mais la vie ou l'identité secrète de ces derniers. Et avec cette idée, Brad Bird réinvente le genre, et ça, c'est très fort. On retrouve alors de nombreuses situations comiques du fait de l'adaptation de Bob, Monsieur Indestructible, dans le monde réel, si je puis dire. Le deuxième acte retracera le retour aux sources de Bob sous les traits de Monsieur Indestructible, et le film se terminera en apothéose sur une confrontation entre la famille Parr combattant Syndrome et sa boule géante. Sa boule géante, ouais. Si on doit retenir une chose du film, ce n'est pas les scènes d'action, l'animation ou encore la musique, mais bien évidemment les personnages. Bob, Hélène, Flèche, Violette, Lucius, Syndrome, Edna. Le film possède une galerie de personnages extrêmement travaillés et marquants. Ils ne sont pas là pour faire du remplissage, bien au contraire. Leurs motivations sont concrètes, à l'image du méchant, Syndrome, dont la volonté de se venger de Monsieur Indestructible est vraiment efficace et crédible. Au-delà de ça, on retient évidemment les scènes d'action, plus jouissives les unes que les autres. Les Indestructibles est culte et toute personne normalement constituée a apprécié ce film d'action. Bon, après cette parenthèse plutôt longue, revenons à Ratatouille. Avec ce film, Brad Bird signe une déclaration d'amour à la ville de Paris, avec ses bâtiments haussmanniens, ses cathédrales, sa tour Eiffel et sa bouffe. Parce que oui, Ratatouille c'est avant tout un film sur la restauration française, et sur ce point-là, le film excelle et nous donne littéralement l'eau à la bouche. Mais c'est l'étonnante relation entre un rat et un commis aux poubelles qui marque dans ce film. Une relation qui peut sembler déjà vue, mais qui pour autant captive tout du long. D'autre part, Ratatouille regorge d'une galerie de personnages travaillés, comme le chef, ou encore l'énigmatique Anton Ego, qui révélera une autre facette de sa personnalité dans le dernier acte. En parlant d'acte, le film est étrangement plutôt long pour un film d'animation, 1h51, mais quand on voit les Indestructibles qui en faisaient 1h55, on se dit que ça doit être un truc à Brad Bird. Ratatouille, c'est un film touchant, drôle et poétique. Vous remarquerez qu'on s'attache à un rat qui ne s'appelle pas Ratatouille, comme la plupart des gens pensent, mais Rémi. C'est fou ça, hein, les réalisateurs de Pixar parviennent à ce qu'on s'attache à des choses qui ne le sont pas du tout à l'origine. Après les monstres, les rats, ça va être quoi après, un robot nettoyeur de déchets ? Avec le rachat de Pixar par Disney pour 7,4 milliards quand même, faut pas déconner, de nombreux postes sont changés, et c'est le cas notamment de Steve Jobs qui devient le plus grand actionnaire de Disney, ou encore John Lasseter qui devient directeur de création chez Pixar et Disney. Mais il faut néanmoins souligner le fait que Pixar reste une société distincte de Disney. C'est ainsi qu'en 2008 voit le jour du premier film Pixar Disney rachat, j'ai pas trouvé de nom plus clair, Wall-E. L'histoire d'un petit robot venu nettoyer la Terre afin de permettre aux terriens de revenir vivre sur la planète bleue, ces derniers vivant dans un vaisseau futuriste. Wall-E, on va pas se mentir, c'est une tuerie. Ce film d'animation est comme l'était Monstres et compagnie pour l'horreur, une déclaration d'amour au genre de science-fiction. Le film est doté d'une originalité et d'une émotion rarement vues dans l'animation. Parce qu'Andrew Stanton, auteur précédent du Monde de Nemo, fait preuve d'un sens de l'originalité et de l'esthétisme assez extraordinaire. Qu'est-ce que ce film était et est encore aujourd'hui beau et original. Rien qu'au niveau des designs des personnages, le film est sublime. Je rappelle encore une fois que DreamWorks sortait à la même époque Madagascar 2. Mais le sujet n'est pas la rivalité entre studios, revenons à Wall-E. Une des idées les plus marquantes du film réside dans le fait que toute la première moitié ne comporte pas de dialogue. On est pourtant emporté par toute l'imagination d'Andrew Stanton et son personnage Wall-E, ultra attachant. Vient se mêler à cette science-fiction une intrigue amoureuse entre Wall-E et Eve, un robot venu de l'espace, afin de trouver une quelconque trace de vie sur Terre. Cette intrigue amoureuse est touchante et poétique du début à la fin. On retiendra notamment la scène du first date, où Wall-E attend désespérément que Eve se réveille. La deuxième partie du film, quant à elle, montrera toute l'ingéniosité du metteur en scène, enchaînant action et poésie. Le film parviendra à faire verser une larme à de nombreux spectateurs avec sa fin à la fois triste et joyeuse. Enfin, le réalisateur se permettra de nombreuses références, en particulier à 2001 l'Odyssée de l'espace, ou Star Wars avec la voix de Wall-E provenant de l'ingénieur son de la saga. Wall-E est un grand film qui s'adresse à la fois pour les enfants, pour ses situations comiques et prenantes, et pour les adultes à travers des thématiques profondes. Je rappelle que DreamWorks sortait à la même époque Madagascar 2. Lève les bras, Maurice! Mais non, j'ai rien dit. Viendra alors après Wall-E un autre chef-d'œuvre de Pixar, Là-haut. Réalisé par Pete Docter en 2009, Là-haut retrace les aventures de Carl Fredricksen parvenant à s'envoler vers l'Amérique du Sud en compagnie du scout Russell, tout ceci grâce à des milliers de ballons gonflés d'hélium attachés à sa maison. Là-haut est sans aucun doute le film le plus poétique de Pixar. L'idée du film est totalement invraisemblable et pourtant fonctionne tant la volonté du personnage principal pour tenir sa promesse à sa femme décédée est touchante. Je vais pas analyser le film, tout le monde connaît Là-haut et tout le monde s'accorde à dire que c'est un chef-d'œuvre. Il sera même retenu pour faire l'ouverture du Festival de Cannes, une première pour un film d'animation, et obtiendra d'autre part 2 Oscars dont celui du meilleur film d'animation et de la meilleure musique.
Et c'est justement sur cette idée que je voulais revenir. Parce qu'au-delà de l'originalité dont fait preuve les films Pixar, la musique est sans aucun doute une des forces du studio. Que ce soit les chansons emblématiques de Toy Story, ou les musiques originales de Michael Giacchino, de Randy Newman ou encore de Thomas Newman, la majorité des films du studio comportent une bande originale marquante. Pour ma part, je dirais que le thème de Là-haut est le meilleur, mais dans sa globalité, les bandes originales de Wall-E ou de Ratatouille sont assez extraordinaires. Parce qu'après avoir terminé parfaitement leur trilogie avec Toy Story 3 en 2010, le studio va connaître une période plus compliquée, enchaînant quelques films en deçà des périodes précédentes. Car en effet, en 2011, le plus mauvais film du studio encore aujourd'hui voit le jour, Cars 2. Alors après ça reste mon avis, mais le public semble plutôt d'accord avec cette affirmation, donc normalement ça devrait aller. Mais alors pourquoi ce film est-il le plus mauvais du studio? Cars 2, en plus d'être une suite plutôt inutile, ne possède pas la touche essentielle au film Pixar, des thématiques et morales pertinentes. Parce que je pense qu'il faut dire que malgré le fait que j'aime bien ce film, Cars était déjà à l'époque le moins bon des Pixar. Les deux films sont beaucoup plus orientés pour les enfants et n'ont pas cette deuxième vision que peuvent avoir Wall-E ou Là-haut ou Monstres et compagnie. Cars 2 reste malgré tout un film sympathique à regarder, comportant des scènes d'action et des décors vraiment réussis. L'année d'après sortira Rebelle qui ne restera pas un Pixar marquant, tout comme le préquel de Monstres et compagnie, qui malgré ses références au premier film et son humour réussi, souffre d'un manque d'originalité au niveau de son scénario. Pixar va donc plutôt moyen et enchaîne des films plutôt oubliables. Le studio ne sortira pas de film en 2014, une première depuis 2006. C'est donc en 2015 que sort le tout nouveau Pixar réalisé par Pete Docter encore une fois, Vice Versa. Et on a bien fait d'attendre, oh que oui. Vice Versa raconte la vie non pas de Riley, personnage principal du film, mais de ses émotions, à savoir joie, tristesse, colère, dégoût et peur, alors que la jeune fille approche de l'adolescence. Ce film, je pense, est l'un des plus originaux que j'ai pu voir de toute ma vie, tout genre confondu. Vice Versa est maîtrisé de bout en bout, et la force du film réside évidemment dans sa lecture. Parce que tout ce qu'on pouvait reprocher à Cars 2 est avec ce film totalement réussi. Ce long métrage d'animation jouit d'une force qui permet à la fois aux plus jeunes d'aimer ce film, mais également aux adultes. Je dirais même que ce film est presque plus un film pour adultes, tant il est difficile pour un enfant de cerner toutes les subtilités présentes. On peut d'ailleurs faire le rapprochement avec Là-haut qui possède également des thématiques que des enfants ne peuvent comprendre. Bizarrement, les deux films sont réalisés par la même personne. Coïncidence? Je vais pas dire la suite. Parce que lorsqu'on voit la tristesse et la joie disparaître pour la jeune fille, cela peut être plutôt drôle pour un enfant qui a envie de voir les émotions réussir à revenir, mais cela traduit évidemment le passage à l'adolescence pour Riley, qui change progressivement de personnalité. Et au-delà de cette double lecture, le film regorge d'imagination. Le train de la pensée, les souvenirs jetés, la musique qu'on a soudainement dans la tête, les rêves, Vice Versa est un exemple de cinéma au niveau de son scénario. Mais le film, comme tous les bons Pixar, parvient à émouvoir le spectateur. La retrouvaille avec les parents, la mort de Bing Bang, ces scènes sont marquantes et ont fait verser encore une fois beaucoup de larmes. Mais bon, ça surpassera jamais cette scène. Kitty has to go. Vice Versa est un bijou d'animation et c'est sûrement un de mes Pixar préférés. La même année sortira un film bien en dessous de Vice Versa, Le Voyage d'Arlo. Encore une fois, c'est mon opinion, beaucoup de gens ont aimé ce film. Le Voyage d'Arlo, réalisé par Peterson, qui avait réalisé le court-métrage Passage nuageux, est tout comme l'était Rebelle, un film oubliable. Le film souffre d'un manque d'originalité dans son scénario et partait pourtant d'une idée de base intéressante, à savoir la survie des dinosaures dans notre monde. Alors je remets pas en cause l'animation juste bluffante du film, au niveau des détails, des décors, mais son histoire est très simpliste alors que Pixar était connu pour ses idées novatrices. Le Voyage d'Arlo reste une banale histoire d'amitié entre un humain et un dinosaure et m'a fait beaucoup trop penser à l'amitié entre Sully et Boo, une humaine et un monstre. Regardez par exemple cette scène. Non, c'est juste une coïncidence. C'est vraiment dommage parce que c'était un film qui avait du potentiel. Le Voyage d'Arlo est finalement un bon film d'animation, mais un Pixar vraiment moyen. En 2016 est sorti Le Monde de Dory, qui était bon, mais encore une fois qui ne reste pas parmi les grands films Pixar. Alors si on regarde les dernières productions du studio, on peut se dire qu'ils pondent un chef-d'œuvre tous les trois films. Après Rebelle et Monstres et compagnie, on a eu Vice Versa. Après Le Voyage d'Arlo et Monde de Dory, on aura Cars 3. Alors peut-être que Cars 3 va nous surprendre, le teaser semble montrer un film plus sombre, plus mature, mais ce que tous les gens de ma génération attendent, c'est évidemment Les Indestructibles 2. Il faudra attendre cependant 2018. On aura le droit également à Coco et à un futur Toy Story, à savoir le 4e volet, prévu pour 2019. Depuis 2011, le studio Pixar est donc inégal. Si Vice Versa est indéniablement un chef-d'œuvre, Le Voyage d'Arlo et Le Monde de Dory le sont beaucoup moins. Malgré cela, Pixar reste pour moi le meilleur studio d'animation et j'attendrai avec beaucoup d'impatience leur prochaine production. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like, partager ou même vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine, salut à tous.